suite avec les résultats et le classement de cette journée. Alors déjà en ouverture de journée, on a Lyon-Nice qui s'est terminé sur le score 2-1 partout. Les gars, si vous avez quelque chose à dire? Je trouve que moi, je dis que l'OGC Nice mérite la victoire. Ouais. Donc je pense Dans que le contexte, le 2-1 aurait mieux. Je dis pas que ça parce que je suis supporter de l'OGC Nice, c'est surtout que ils étaient censés gagner sur le papier. Pas sur le papier, mais oui, quand tu regardes Enfin, le match, il y avait un 0, le penalty, voilà. pas trop. Qu'est-ce que t'en penses, Axel? T'es d'accord aussi? Ouais, je suis d'accord. C'est un petit peu dommage pour le gardien qui va premièrement arrêter le penalty de Nicolas Pepe, mais qui va malheureusement devoir être retiré. Enfin, malheureusement, heureusement, ça dépend des supporters. Mais c'est vrai que c'est un match qui a été un peu partagé par les deux équipes, quoi. Ouais, il est parti avant. Après, grosse domination de Lyon. Par contre, penalty inexistant, mais transformé par Alexandre Lacazette. Il est sifflé d'ailleurs à la 87e. Et justement, tu avais des ultras lyonnais qui fêtaient leurs 25 ans, pardon. Non, leurs 45 ans, pardon. Et leur groupe d'ultras avait été créé 35 ans. Justement. Leur groupe d'ultras avait été créé en 1987, et donc 87e, 1987, voilà, ils étaient tout contents. But de Lacazette, un jeune du club, qui leur permet d'arracher le match nul. D'ailleurs, à la mi-temps, on avait Karim Benzema qui est venu présenter son ballon d'or aux supporters lyonnais. Tu m'as à dire là-dessus ou non, c'est bon? Moi j'ai rien à dire. Moi, je trouve ça beau que les supporters peuvent voir qu'ils se rappellent d'eux, quoi, que malgré tout, c'est à Lyon qu'il a pu passer au plus haut niveau et ensuite être transféré au Real, quoi. Ouais, c'est très beau de sa part. Il les oublie pas, il reste dans son cœur. C'est magnifique de la part de Benzema. Benzema d'ailleurs qui disputera la Coupe du Monde. On reviendra après sur la liste de l'équipe de France, on vous dira tout ce qui est à savoir. Alors donc après on va enchaîner avec le deuxième match, avec Lens qui s'impose difficilement à domicile contre Clermont, 2-1, avec un but donc d'abord de Clermont si je ne me trompe pas. Ouais, avec un but contre son camp de Salis Abdoul Samed, puis une égalisation de Wesley Saïd et un magnifique but de Seko Fofana pour clôturer le match à la 68e et assurer la victoire de Lens, qui reste donc sur sa deuxième place du podium. Et d'ailleurs, Nice et Lyon restent à leur place respective après ce match nul, c'est-à-dire 8 pour Lyon et 9 pour Nice. Quelque chose à dire d'abord Axel, après je te donne la parole Mani. Ouais. Pas grand chose, à voir que Seko Fofana, toujours présent, toujours là pour marquer des buts auxquels personne s'attend, quoi. Ouais, c'est vrai. Le soldat, le capitaine, il sauve son équipe, c'est pas forcément son poste de marquer des buts. Quelque chose à ajouter, Manu? Je suis du même. En fait, je voulais dire la même chose que Axel, quoi. Oui, il sauve son équipe. C'est vrai. Et après, une petite victoire, tiens, celle-là surprenante. Ça me surprend toujours quand Rennes ne gagne pas de beaucoup, surtout contre une équipe de Toulouse qui n'est pas spécialement mauvaise, mais qui était 12e du classement, qui le reste d'ailleurs. Victoire sur une petite marge, 2-1. Bon, eux, pour le coup, ils n'ont pas été menés. Ouverture du score de Bourigeaud, égalisation d'Alinga, puis un but de Kalimundo, ancien Lensois prêté par le PSG qui arrive à Rennes cet été. Quelque chose à dire sur ce match, les gars? Moi, pas spécialement. Rennes a jamais douté, parce qu'il y a Dalinga qui égalise à la 55e et 3 minutes plus tard, c'est le but de Arnaud Kalimundo avec un peu de réussite et de malchance de la part du gardien. Mais le mérite est au Rennais tout de même. Même si je trouve que le but de Toulouse, voilà quoi, il n'était pas non plus. Donc dans ce match contre Rennes, le but n'avait pas sa place. Après, ils perdent quand même. Donc, après, non, si. Enfin, je sais pas comment dire, mais il peut toujours y avoir des buts, c'est pas parce que t'es pas le meilleur que tu mérites pas de marquer. Mais après, Rennes qui assure un peu plus ric-rac ces derniers temps. D'ailleurs, Rennes, je ne me trompe pas, la semaine dernière, ils avaient gagné de peu aussi. Ouais, c'est 2-1 contre Toulouse. Non, ils avaient fait un partout contre Lille. Et la semaine d'avant, 3-0 contre Montpellier. Donc oui, ces deux derniers matchs sont un peu plus durs pour Rennes. Mais là, ils assurent.
Ils gagnent, ils rapportent les 3 points avant la trêve, ils restent sur le podium à la 3e place. Tout est parfait pour eux. Toulouse garde sa 12e place. Il n'y a pas beaucoup eu de changements dans ce classement. Surtout, il y en a eu surtout et uniquement d'ailleurs dans la partie basse, vers la zone rouge. On y reviendra après. Après, on a eu ce matin, ce midi, à 13h, le PSG qui s'était imposé très largement à domicile, 5-0 contre l'AG Auxerre, avec des buteurs, à part Kylian Mbappé, des buteurs pas forcément très communs. Hugo Ekitike, Renato Sanchez, Achraf Hakimi, Carlos Soler, donc Kylian Mbappé, je vous les ai dit, dans le mauvais sens. Mbappé, puis Soler, puis Hakimi, puis Sanchez, puis Ekitike. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Bah oui, du coup, bien sûr, sur un 5-0 contre Auxerre, comme d'habitude, Paris méritait la victoire comme toute équipe. Paris méritait la victoire comme toute équipe de la Ligue 1. Ensuite 5-0, ok. Par contre, Soler, Hakimi, Sanchez, Ekitike, bon, voilà quoi. Dans la liste, il y a ni Neymar ni Messi. Je sais pas s'ils étaient sur le terrain à ce moment-là, mais oui, ils y étaient. Donc, je trouve pas ça très normal, même si bon. Après, on aime le changement. C'est pas grave s'ils marquent pas, mais ça étonne. Forcément. Oui, ça étonne. Je pense pas que ça m'étonne que moi. C'est mieux ça qu'un doublé de Neymar, un doublé de Messi à chaque match et hop 4-0, tu sais, tout le temps le même match. Oui, bah, je dis pas que ça doit être comme ça, mais c'est une remarque. Et Mbappé qui marque à la 11e minute contre Auxerre, ça c'est logique. Très vite, il se permet de marquer sa trace, de mettre dans première attaque, première accélération du PSG et but. Et d'ailleurs Hakimi qui marque un très beau but, une grosse accélération. Vont se percer devant... Je pense que sur les matchs du PSG, en ce moment, je pense qu'il y en aura au moins 7 où Mbappé il marquera au moins un but dedans. Oui, après, il est meilleur buteur de Ligue 1. Donc, voilà, si c'est pas plus. Tu voulais dire quelque chose, Axel? Faut aussi souligner que les 5 buts sont tous aussi spectaculaires les uns que les autres. Le premier but de Kylian Mbappé après un énorme travail de Nuno Mendes. Pareil pour le deuxième, Nuno Mendes qui vient fixer la défense et qui dribble 3 défenseurs avant de délivrer une passe D magnifique pour Carlos Soler. Hakimi qui marque en contre-attaque, qui part tout seul et le petit dribble vers la droite pour tromper le gardien à un dernier moment. Ensuite le but de Renato Sanchez qui va se marquer en 3 temps avec un énorme cafouillage de Hugo Ekitike, mais bon, heureusement, ça revient sur Renato Sanchez. Et puis le dernier but, aussi improbable qu'il a existé, c'est Hugo Ekitike qui vient au pressing récupérer la balle et marquer son premier but sur les couleurs du PSG. C'est le premier but de Ekitike. Ouais, on en voit trop, j'ai envie de dire malheureusement des buts comme ça. Je me rappelle surtout de la grosse victoire de Nantes contre Brest où il y avait quasiment que des buts comme ça au pressing. Dans notre championnat réputé défensif, ça ne devrait pas arriver, normalement je pense. D'ailleurs, je tenais à dire quelque chose, vous allez me dire ce que vous en pensez. La Ligue 1 réputée championnat défensif, c'est pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup de buts, hormis si on enlève le match du PSG. On n'a eu aucun match avec plus de 2 buts d'avance, une victoire avec plus de 2 buts d'avance. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'on se fait traiter un peu de Farmers League et de ligue inintéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? On est d'accord que tout le monde préfère les championnats offensifs à défensifs? Oui, enfin, tout le monde, il y a quand même un léger pourcentage qui est d'avis contraire. Non, mais c'est-à-dire, toi tu préfères quoi? Entre ligue défensif ou offensif? Si ça attaque beaucoup et ça met plein de buts, soit quitte à avoir des buts pas forcément très beaux, ou alors défensif et ça se joue beaucoup. Bon, alors, moi qui aime bien être gardien de but dans le football, du coup, c'est plus les ligues défensives, surtout sur les défenseurs ou quoi. Moi, c'est mon avis. Mais après, je sais que, bon, Axel, je sais pas toi, mais je pense que beaucoup de personnes préfèrent des défenseurs offensifs. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi, Axel? Je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'un but, ça fait beaucoup plus vibrer qu'une séance de 15 minutes de possession dans sa propre moitié de terrain. Mais c'est sûr que dans un championnat comme la Ligue 1, où il y a quelques attaquants qui brillent à chaque match, et il y a des défenses beaucoup plus resserrées, étant moi-même supporter du SCO,
Ça me fait mal de le dire, mais voir 5 défenseurs par match qui jouent à la baballe, c'est beaucoup moins intéressant que des matchs qu'on peut avoir en Bundesliga, par exemple, où ça va être énormément d'attaques, même s'ils sont en train de gagner 3-0, même s'ils sont en train de perdre 3-0, ils vont continuer à attaquer jusqu'au coup de sifflet final. Et je trouve que ça montre beaucoup plus d'envie de jouer et de briller. Ouais. Oui, bah vas-y, pardon, je te laisse finir. Ouais, c'est bon, je l'avais fini. Ok, ouais. Je me rappelle d'ailleurs d'une déclat de Bruno Genesio, entraîneur de Rennes, qui avait dit nous, on veut être comme le Bayern, on veut être cette équipe qui, même quand ils gagnent 3-1, 4-1, on va pousser pour aller mettre le 4e, le 5e but, le 6e, et jamais s'arrêter. Parce que c'est vrai que moi, ce que je trouve le plus moche dans le foot, on va dire le plus moche entre guillemets, c'est les équipes qui s'arrêtent de jouer et qui font tourner le ballon quand ils gagnent. Je sais pas ce que vous en pensez, d'accord là-dessus. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Bon, après, Axel, toi aussi? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Bah, après cette petite parenthèse, je vous propose de passer au match suivant avec la petite victoire encore, du coup on en a eu pas mal cette journée, de Brest 2-1 contre 3 à domicile, doublé sur penalty, but refusé d'ailleurs au bout de même pas une minute de jeu, et carton rouge pour 3 pour vous faire un peu le topo. Axel, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Tu veux nous en parler un peu? Bah, c'est clair que c'est pas un match très très intéressant. C'est vrai qu'il aurait pu commencer en fanfare, et il a commencé en fanfare avec ce but refusé. Mais c'est vrai que derrière, 2 buts sur penalty et le but troyen qui est pas non plus exceptionnel, qui est un peu une erreur défensive malgré tout, c'est un petit peu moins intéressant. Ouais. C'est vrai qu'il aurait pu très bien commencer, enfin il a très bien commencé, ce que je disais, but refusé, tiens on parlera après du but d'Angers qui a été refusé de peu aussi. Là il me semble c'est, on sait pourquoi, c'est pour une main, non? Euh, je sais pas du tout. Il me semble que c'est une main de l'attaquant. Oui, il fait une main lors de son contrôle, elle est pas collée au corps ou quelque chose comme ça. Ah oui voilà, ok. Et donc après on a quand même 2 pénaltys d'ailleurs, Del Castillo qui met le premier, et puis après donc grosse faute sur Del Castillo, mais c'est pas lui qui s'avance pour le tirer, c'est Slimani. Il tire, le penalty est arrêté, mais un Troyen est rentré avant dans la surface, donc il est retiré. Ils changent de tireur de penalty, ils prennent pas Slimani qui avait raté le penalty du coup, mais qui comptait pas. Ils prennent Steve Mooney qui vient de rentrer quelques minutes avant, 9 minutes avant, et c'est lui qui tire et qui met cette fois ce troisième penalty, enfin ce deuxième penalty on va dire, et qui offre la victoire à son équipe. Et après on a un gros craquage et carton rouge pour Mama Valdé. En fait, c'est trop de l'action, si tu te rappelles ce que tu veux nous dire. Bah, c'est vrai que ça fait un peu une scène gaguesque pour le deuxième penalty. C'est très dommage encore pour le gardien qui l'avait arrêté ce penalty. En plus, c'est le capitaine de l'équipe troyenne qui rentre dans la surface. Ça fait pas un très très bon exemple. Ouais, Mais au final, ouais, ah oui, c'est le Stade Brestois qui l'emporte. Le carton rouge, c'est Mama Baldé qui se bat. On veut plus de carton rouge comme ça, hein. Il y en a beaucoup. C'est le genre de carton rouge que j'aime pas trop, je pense qu'on est tous d'accord. Mama Baldé qui va s'embrouiller avec un Brestois, Christophe Herrel si je ne me trompe pas. Voilà, jaune pour Herrel, rouge pour lui. Quoi ça sert? Franchement, à rien. Surtout à 20 minutes de la fin du match. 10 minutes, pardon, même. Mieux vaut canaliser cette énergie pour l'utiliser sur le terrain et essayer d'aller arracher la victoire. Après, on va passer, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, je pense. Moi, j'ai juste à dire qu'à 10 minutes de la fin, avec le temps additionnel, grand maximum 14, je sais pas trop combien de minutes il y a eu en temps additionnel, enfin bref, à quelques minutes de la fin, il va se bagarrer, il prend un rouge, c'est-à-dire qu'au prochain match, enfin, ça a des conséquences. Donc, c'est-à-dire que, voilà quoi, à 16 minutes de la fin, il reçoit un rouge, alors qu'il aurait pu s'en empêcher quand même. À la limite, il va se battre au milieu du match, c'est un peu plus compréhensible. Non,
Enfin, non, même je dis pas qu'il faut aller se mais battre. c'est le genre de rouge qui est évitable et que je trouve. Mais c'est surtout que 10 minutes avant la fin du match, c'est comme on en parlait tout à l'heure, le moment où l'équipe va se mettre à faire tourner. Et c'est à ce moment-là que la frustration va être à son maximum et qu'à la moindre petite tentation, moindre petite étincelle, la colère des joueurs peut exploser aussi. Mais c'est à ce moment-là ouais, que tu as envie de péter un câble et c'est ce qu'il a fait, il aurait pas dû. Et, voilà. Après, on a le match, tiens, celui-là tu vas pouvoir nous en parler, Axel, toi qui supportes Angers. Défaite de Angers 1-0, match bizarre encore. Encore une fois, déjà petite victoire. Et Angers mené 1-0, mais but refusé. Vas-y, je te laisse la parole. Eh ben ouais, c'est un match qui avait pour une fois bien commencé avec de l'envie des Angevins. Et malheureusement, le but d'Amin Salama est refusé à cause d'un hors-jeu au tout début de l'action. Et c'est la VAR du coup qui va faire que le but est refusé. Et bon, 2 minutes après, il y aura but pour Lille sur corner. Et après, ça a quand même plutôt arrêté de jouer. À part ce carton rouge qu'on peut qualifier d'offensif. C'est un carton rouge complètement incompréhensible. C'est Nabil Bentaleb qui essaye de tacler Carlos Baleba. Et celui-ci, en fait, va tout simplement sauter sur lui, les 2 pieds en avant, et recevoir un carton rouge direct. Ouais, il laisse traîner la jambe. Ça se voit pas trop à vitesse réelle, mais oui, il arrache complètement. Même lorsque Lille sont à 10, c'est impossible pour les Angevins de revenir. Et 8 points du coup pour Angers à la trêve. Bon dernier de Ligue 1. On vire ou pas l'entraîneur, Axel ? Alors c'est compliqué parce qu'en interne, le président, il donne tout son soutien au coach. Et un des enjeux d'aujourd'hui, c'était de voir si les joueurs continuaient à suivre le coach, à appliquer les consignes, parce que ça donnait l'impression depuis quelques matchs que en fait, le coach était en train de se faire lâcher par les joueurs. Mais là, ça a montré de l'envie sur le terrain. La preuve avec ce but refusé, parce que bon, malgré tout, Angers, il marque quand même pas des masses. Du coup, je pense que l'entraîneur devrait être gardé, et en espérant que son projet de jeu puisse apporter quelque chose. Ouais, on l'espère pour Angers. C'est un peu triste ce qui est en train de se passer. On dirait qu'il faudrait un peu commissaire chaque année. L'année dernière, c'était Strasbourg. Il y a 2 ans, c'était Toulouse. Un club qui plonge complètement et qui finit par descendre en Ligue 2. Mais après, là, Toulouse est remonté et Bordeaux est en phase de remonter. Si je ne me trompe pas, ils sont deuxième de Ligue 2 ou vers là. Enfin, en tout cas, ils jouent vraiment la montée. Et ils ont toutes leurs chances. Ils sont deuxième de Ligue 2, donc en phase d'être promus. Si Angers va en Ligue 2, ce que je leur souhaite pas, j'espère que ça se finira pareil pour eux. Quelque chose à ajouter sur ce match ou on passe à la suite ? Moi je trouve que c'est dommage que Angers, qui était une assez bonne équipe au passé, si on peut appeler ça une bonne équipe, ils étaient quand même pas mal comme tu dis. Et là, 1-0, un seul but aurait suffi pour une égalité, c'était pas non plus un écart grand. Donc moi je trouve que c'est dommage. Mais après, quand tu regardes en première période, ils galéraient un peu en contre. À part cette belle action, ils étaient peu sur les phases offensives. Je pense que s'ils descendent en Ligue 2, ils pourront se rattraper. Oui, après, tu as fait les joueurs en espérant. Après, Nantes-Ajaccio. Pareil, encore un match un peu bizarre. Ajaccio qui ouvre le score par Belaïli sur penalty, puis Amouma, très beau but sur une passe décisive de Belaïli d'ailleurs, un très beau centre au ras du sol, puis réduction de l'écart de Ludovic Blas, une très belle frappe de loin, et après égalisation de Moses Simon, après une grosse barre qui rentre pas d'ailleurs de Ludovic Blas, Moses Simon égalise finalement sur un centre vers Ganago qui est pas touché par Ganago, qui finit directement le but. De partout, Ajaccio qui lâche le match, qui n'a pas l'habitude, je pense, des gros matchs, de tenir jusqu'au bout. Par exemple, si tu prends les buteurs,
Belaïli et Amouma. Belaïli joue à Brest l'année dernière, Amouma à Saint-Etienne qui est descendu. Je ne sais pas si vous voulez se dire des joueurs avec une grosse expérience. Voilà. C'est dommage pour Ajaccio qui avait le match en main. Quelque chose à dire là-dessus, les gars, ou pas? Alors, je pense qu'il y a souligné, c'est la performance de Youssef Belaïli, parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines sur cette émission, sur un transfert qui avait un peu été un petit peu méprisé de la part du monde du football. En effet, en fait, Youssef Belaïli avait rompu son contrat avec Brest suite à une polémique en interne, et on n'était pas trop sûr de si c'était vraiment une bonne idée de recruter un joueur comme Belaïli après ce qu'il avait fait. Et finalement, Ajaccio avait fait le bon choix. Et ça se voit là sur les derniers matchs. Ouais, c'était le bon choix d'Ajaccio. Belaïli qui montre tout son talent, c'est sûr qu'ils en avaient besoin. C'était moi ce que je critiquais plutôt, c'était le fait pour Brest de le laisser partir. Non, c'était Ajaccio, non, c'est vrai. Brest, pour moi, c'était la bonne solution de le laisser partir après Ajaccio, de prendre un joueur qui n'est pas forcément un modèle comme ça. Mais au moins, il fait le job, il ramène les points, c'est tout ce qui compte pour eux qui jouent le match. Quelque chose à ajouter sur ce match, les gars, ou on passe à la suite? Moi, je pense que c'est bon. Ok, on va passer à la suite avec Montpellier-Reims. Un partout, ouverture du score de Montpellier, puis égalisation de Reims, si je ne me trompe pas. Ouais. Non, ouverture du score de Reims. C'est l'inverse. Ouais, ouverture du score de Reims, puis égalisation de Montpellier, pardon. 2 buts à la fin du match. Quelque chose à dire, les gars, ou pas? Axel, t'as un truc à dire? 2 buts dans la toute fin du match. Le but de Reims qui est à la 87e minute et le but de Montpellier dans le temps additionnel. C'est vrai que ça, c'est un match qui va garder tout son suspense jusqu'à la fin avec une possession presque totalement équilibrée entre les deux équipes. Et ce sera vraiment lors de ces 5 dernières minutes que tout se jouera, ou presque, puisqu'au final les équipes ne peuvent pas se départager, repartent tous les deux en se partageant un point chacun. J'ai trouvé d'ailleurs la prestation du gardien de Reims très intéressante. Il a fait pas mal d'arrêts, mais à la fin, à force de un peu trop sortir, il prend un but justement là-dessus, il est trop avancé. D'ailleurs, Eli Wahi qui a raté pas mal d'occasions, et finalement, il réussit quand même à marquer. Il y avait pas mal d'occasions, mais ça réussissait pas, il réussissait pas à les faire rentrer. Donc il y avait notamment un ballon relâché par le gardien de Reims, et Wahi qui n'arrive pas à la mettre au fond, et une barre aussi de Reims sur corner. À la sortie du gardien de Reims sur son ballon relâché, c'est ce qu'on appelle rattraper son erreur, comme de la plus belle des manières, parce que c'est vrai que là, c'est une sortie très très bien négociée, malgré son erreur au départ qui est de relâcher cette balle. Mais c'est vrai que c'est une très belle performance. Oui, très bien joué. Après, ce but qui vient un peu entacher sa performance, mais bon, c'était quasiment inévitable. Quelque chose à ajouter là-dessus, les gars, ou vous voulez qu'on passe à la suite? Ouais, c'est bon. Ok, on va passer à la suite. Oui, je suis revenu en arrière. Je sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai inversé 2 matchs. Bon. Après, on a eu Strasbourg-Lorient. Match nul tout à l'heure encore. Un partout à 17h. Quelque chose à dire sur ce match, les gars? Déjà, avant qu'on commence l'émission, il y avait 1-0. Et donc Lorient qui marque à la dernière minute, c'est Lorient. Oui, c'est Lorient. Non, Strasbourg. Strasbourg. À la 87e. À la 87e, donc à 3 minutes de la fin. Et donc, ils se sont rattrapés, on va dire. Parce que quand on est sur une défaite, on préfère revenir en match nul, même si on n'a pas une victoire. Donc, je trouve que c'est bien pour Strasbourg. Et du coup, c'est dommage pour Lorient qui était sur une victoire et qui passe à un match nul.
Ouais, c'est dommage pour Lorient. Lorient qui n'y arrive plus ces derniers matchs, qui monte quand même là à la 4e place grâce à ce match nul, mais l'OM et Monaco n'ont pas encore joué, donc normalement ils seront doublés par une des deux équipes. On en parlera juste après. Voilà, Lorient qui ne gagne plus depuis quelques matchs. Quelque chose à dire là-dessus, les gars, ou pas? Ah, moi, je trouve ça dommage pour Lorient qui était si bien parti. Là, je crois que ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas gagné. Ouais, Mais sur les bon, 4 on derniers compte sur eux matchs, pour... 2 nuls, 2 défaites. Ah, voilà, 4 semaines maintenant. Donc, on compte sur eux pour se relancer après la Coupe du Monde, hein. Ouais, on compte sur eux. Ce sera comme un peu le début d'une nouvelle saison. C'était le coach de la Juve, Massimiliano Allegri, qui avait dit ça et je suis d'accord avec lui. On aura un nouveau mercato, on aura un nouveau départ. Donc voilà, on compte sur eux. Et on espère qu'ils réussiront à se ressaisir et recréer la surprise de début de saison. Donc après, j'avais dit tout à l'heure que la zone rouge avait bougé, je vais vous dire un peu. Auxerre, Ajaccio, Strasbourg et Angers. Angers reste, mais tous les 3 autres clubs avant que j'ai dit descendent dans la zone rouge. Et Nantes et Brest se sauvent. Nantes était déjà dehors, mais Brest se sauve de la zone rouge et remonte à la 16e place contre 19e avant la journée. Voilà. Et après, on aura Monaco-Marseille à 21h. Donc on va vous faire l'avant-match tout à l'heure. Et sachant que le vainqueur de ce match pourra remonter au classement, évidemment. Si Marseille gagne, ils seront à 30 points. Non, il y a une erreur dans mon classement. L'OM est bien 4e et Lorient 6e, comme au début de la saison. Comme au début, avant la journée, je veux dire. Donc si l'OM gagne, il passerait à 30 points et passerait à une avance de 3 points sur Monaco. Et si Monaco gagne, d'ailleurs ils sont à égalité de points, il passerait à 30 points et donc 3 points d'avance sur Marseille. Donc en gros, celui qui gagne a 3 points d'avance sur l'autre et passe 4e. D'ailleurs, j'ai noté après là, je vous montre un peu les différences de but. Donc l'OM est à plus 12 et Monaco à plus 9. Voilà, c'est ça qui détermine leur classement actuel. Vous voulez qu'on passe à la suite, les gars? Allez, hein.